l'Europe d'aujourd'hui, est-elle en train de perdre la mesure qui lui était propre et avec elle l'équilibre que nous enviaient jusqu'alors les habitants des autres continents? La perdre du fait, d'une part, du nivellement culturel imposé par la mondialisation, le fameux mainstream, n'est-ce pas, qui est un rouleau compresseur. Et d'autre part, hypothèse moins fréquemment évoquée, de la saturation de ces capacités d'adaptation, d'assimilation, d'intégration de l'autre. C'est donc bien le rapport du même et de l'autre qui est en train de se jouer en Europe. Mais qu'adviendra-t-il de l'altérité si elle ne trouve plus aucun pôle de référence à peu près stable par rapport auquel se situer? En ce sens, oui, l'Europe est un continent fatigué, en ce sens seulement, à qui devrait être accordé un répit, un temps de jachère, lui permettant de régénérer sa terre. Personne ne songerait cependant à contester que l'Europe, telle que nous la connaissons aujourd'hui, s'est pour une part au moins façonnée à partir d'éléments étrangers, dont elle a su assimiler, transformer, incorporer à une réalité culturelle nouvelle en constante évolution. Paul Valéry en dénombrait 3 principaux, l'élément grec, romain et chrétien, et voyait en eux les repères permettant de distinguer ce qui est européen et ce qui ne l'est pas. Je le cite, « Toute race et toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise quant à l'esprit à la discipline des Grecs est absolument européenne. » Partageons-nous encore une telle certitude, par ailleurs fondée sur la souveraineté reconnue à l'esprit. Une souveraineté faite d'indépendance, d'insoumission, j'insiste, mais aussi d'inquiétude, d'une insatisfaction permanente et d'une volonté de puissance pouvant aller jusqu'à la violence. Ce que Maria Zambrano appelait un idéalisme héroïque. Quoi qu'il en soit, les critères selon lesquels définir l'esprit en ce qu'il a d'européen paraissaient relativement précis à Paul Valéry et à nombre de ses contemporains, car indéniables historiquement et culturellement parlant. C'est aussi pourquoi son analyse de la crise de l'esprit, sur laquelle je vais revenir, pouvait s'adosser à ces certitudes et nous paraît rétrospectivement d'une lumineuse clarté au regard des analyses hasardeuses et souvent résignées qu'on nous propose aujourd'hui du destin européen. À savoir, l'Europe aurait fait son temps et serait de surcroît responsable de son propre déclin, n'est-ce pas, parce que l'autoflagellation est devenue une des pratiques préférées, n'est-ce pas, de l'Européen d'aujourd'hui. Alors, loin de moi la pensée de classer dans cette catégorie d'ouvrages l'ouvrage de mon excellent collègue et ami Rémi Brague, que vous connaissez peut-être, cet ouvrage qui s'intitule « Europe, la voie romaine ». Cet ouvrage qui, quel qu'en soit le brio, le brillant et la force, ne me convainc pas en tout point, et je vais vous dire pourquoi. Reprenant à son compte la triple origine de la culture européenne énoncée par Valéry, Rémi Brague tend en effet à privilégier la romanité, c'est-à-dire l'influence romaine, n'est-ce pas, comme si c'était elle qui avait couronné les deux autres influences, grecques et chrétiennes, et véritablement unifié ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe. D'ailleurs, vous remarquez que c'est une image qui ressurgit en ce moment. Hein. Ah, si seulement nous étions l'Empire romain, n'est-ce pas, capable de fabriquer des citoyens romains. Bon, dans ce que fut la citoyenneté romaine, c'est plus délicat que ça, tout de même. Bon. Or, comme si cet empire romain tentaculaire, devenu tentaculaire, n'avait pas démontré sa fragilité, sa brutalité aussi, sur quoi insistera tant Simone Veil, contestant que Rome ait véritablement réussi à s'approprier et donc à nous transmettre
la douceur compatissante et la fermeté spéculative de l'esprit grec. Il n'y avait pas de pire ennemi de Rome que Simone Veil. Mais il est un autre aspect de cette analyse qui concerne, je parle de l'analyse de Rémi Brague, qui concerne encore davantage les Européens d'aujourd'hui, en ce qu'il les dépossède de toute identité, autre que celle éminemment paradoxale de tenir d'ailleurs ce qui leur semble à tort le plus propre. Comme si l'Europe n'était finalement et n'avait jamais été qu'une zone de transit et qu'un laboratoire de transformation des particularités en universalité, à quoi tout être humain peut dès lors prétendre accéder. Prétention d'ailleurs légitime. Bon, ce qui est vrai pour les sciences ou le droit, pensons évidemment au fameux droit de l'homme, l'est-il pour cette réalité infiniment plus large et plus complexe qu'on nomme culture? Or, si l'Europe a fait montre au cours de son histoire de ses exceptionnelles capacités d'assimilation, et si elle a incontestablement fabriqué, à partir d'apports étrangers, une universalité donnée en modèle à l'humanité, elle a aussi sculpté des paysages d'une incomparable diversité. Je dis bien sculpté, c'est-à-dire elle a façonné, n'est-ce pas, des paysages d'une incomparable diversité, construit des édifices d'une stupéfiante beauté, y compris dans leur simplicité. Il n'y a qu'à voir les villages en Europe. Et a su se donner un art de vivre qui n'appartient effectivement qu'à elle, même s'il n'a aucun titre à se dire, à se prétendre supérieur à celui pratiqué ailleurs. Le nom d'Europe, écrit encore Sloterdijk, désigne une région du monde dans laquelle, d'une manière indiscutablement singulière, on s'est interrogé sur la vérité et la qualité de la vie. Je rejoins donc sur ce point Valéry quand il s'interroge. Mais l'esprit européen, ou du moins ce qu'il contient de plus précieux, est-il totalement diffusible? Diffusible, transmissible donc. À cela, je réponds sans hésitation non. Car c'est aussi ce quelque chose d'irréductible que viennent chercher en Europe ceux qui n'ont aucun titre à se dire européens, mais se comportent en amis sincères de l'européanité. Je refuse donc l'idée, devenue suicidaire dans le contexte actuel, selon laquelle l'Europe ne pourrait être définie que par l'extériorité qui l'aurait constituée, et vers laquelle elle devrait indéfiniment se tourner afin de restituer ce qui lui a été donné. Rémi Brague écrit en effet « La culture européenne ne peut en effet jamais être la mienne, puisqu'elle n'est rien d'autre que le chemin qui mène à une source étrangère. » En quoi d'ailleurs ce schème, construit sur le modèle vital de l'inspire-expire, j'ai pris, je rends, bon, ne concernerait-elle pas également chaque homme dans son rapport à son environnement culturel et humain? L'Europe est-elle la seule parmi d'autres confédérations d'États à s'être à ce point endettée culturellement qu'elle ne puisse prétendre faire sien ses apports étrangers? C'est tout le processus de culture qui risque d'être frappé de stérilité si l'on ne reconnaît pas à tout individu, à tout peuple, et pas seulement européen, le droit légitime de s'identifier, grâce à l'effort de générations successives, à ce qu'il est parvenu à s'approprier, à faire sien, sans que ce terme soit forcément assorti de connotations péjoratives. Ce n'est pas forcément une appropriation capitalistique et égocentrique ou dangereusement exclusive. Ce n'est pas pour ça qu'on rejette les autres, ce n'est pas vrai. Bon, donc c'est peut-être même dans ce tour de force que c'est le mieux exprimé au moment les plus féconds de son histoire, le génie européen. Faire de la culture des spécificités locales, territoriales, climatiques, psychologiques, le tremplin d'une formidable réflexion sur l'homme.
Montaigne, je pense à Montaigne par exemple, n'est-ce pas? Montaigne ne saute pas à pieds joints dans l'universel, il part de sa vie au quotidien, de ses réalités, des gens qu'il rencontre, etc., de sa région d'origine. Bon. Donc, le tremplin d'une formidable réflexion sur l'homme, dans les limites de ce que le destin lui a donné en partage, mais à quoi la culture lui permettra aussi de ne pas rester inféodé. C'est les deux mouvements, n'est-ce pas, la culture, c'est pas l'un ou l'autre. S'il est néanmoins si difficile de définir ce qu'est au juste l'identité culturelle européenne, autrement qu'en référence à ce double vecteur extériorité-universalité, c'est aussi que l'Europe, comme je le disais au début, a été le fer de lance de la rupture avec le passé initié par les temps modernes, effectuée au nom de cet idéal aux arêtes vives mais aux contours incertains nommé modernité. C'est donc le monde moderne, dont René Guénon a montré qu'il est en soi porteur de crise, que l'on est tenté d'identifier l'Europe, exportant aux quatre coins de la planète cet idéal de vie et de pensée que rejettent aujourd'hui nombre de peuples non européens, soucieux justement de préserver leur identité et prêts pour cela à jouer la carte de la tradition contre celle de la modernité et donc de l'occidentalité. Encore faudrait-il se demander jusqu'à quel point l'Europe s'identifie encore aujourd'hui avec la modernité qu'elle a inventée et largement exportée. Un décalage se fait à mon sens d'ores et déjà sentir entre l'image qu'on lui renvoie d'elle-même, de l'extérieur justement, et l'état actuel de sa réflexion, pour une part engagée au nom du vieil idéal de lucidité et de culture, qui fait tout autant partie de son patrimoine que l'exportation de l'universel. Être européen n'est donc plus la manière exemplaire d'être moderne, postmoderne ou hypermoderne, comme on voudra, on s'y perd, hein, parce qu'il y a toujours un cran au-dessus. Je crois qu'on en est à l'hypermoderne, mais j'en suis pas certaine. D'autres contrées ont pris le relais. Et, par exemple, la cote des œuvres d'art contemporain se décide à New York ou à Shanghai, plutôt qu'à Paris. Tant qu'à la recherche scientifique, elle ne connaît d'autres frontières que le manque de crédit, les préjugés qui parfois l'interdisent, mais aussi les réserves qu'il serait légitime de formuler à l'endroit de certaines de ces avancées, comme si le simple fait d'avancer garantissait la valeur et le bien fondé d'une démarche risquée. Mais, au lieu de déplorer que l'Europe soit désormais dépassée par le mouvement novateur qu'elle a elle-même initié, mieux vaudrait se demander si, en méditant comme elle le fait depuis plus d'un siècle sur sa décadence supposée, elle n'a pas pris une longueur d'avance en termes non plus de modernité, mais de maturité. Qui sait si ce dernier défi en date, qui est capable de se lancer à elle-même l'Europe, est le dernier avatar peut-être de la crise de l'esprit analysée par Valéry, ne sera pas de profiter de la crise qui la met apparemment sur la touche, en tout cas économiquement il semble, pour repenser les fondements de la posture à laquelle on l'a identifiée, qu'on nomme cette posture regard transcendantal, comme Jean-François Mattei dans Le regard du vide, ou mythomotricité, comme Peter Sloterdijk dans Si l'Europe s'éveille. Du moins, est-ce l'hypothèse que m'inspire la lecture de quelques penseurs modernes et contemporains, Nietzsche, Heidegger, Hannah Arendt, Denis de Rougemont, confrontés depuis la fin du XIXe siècle à une crise sans précédent de la culture. J'en reviens donc à la question. Y a-t-il ou non continuité entre la crise d'hier, telle qu'elle a été décrite avec une belle unanimité par la plupart des grands penseurs européens dans l'entre-deux-guerres, et celle d'aujourd'hui, dont on nous dit qu'elle confirme le déclin inéluctable de l'Europe? La réponse ne peut qu'être nuancée, vous vous en doutez. Je vois pour ma part une première ligne de fracture entre ceux qui décèlent dans la crise actuelle de la culture
la conséquence logique de la crise du nihilisme européen annoncée par Nietzsche, sur ce point relayé par Heidegger. Et ceux qui les dissocient, feignant d'ignorer, y compris parmi les philosophes, ce qui me stupéfie, feignant d'ignorer l'existence de cette toile de fond qu'est le nihilisme,